Et maintenant, place au débat. Merci beaucoup d'être resté avec nous. On va se pencher à notre tour sur ce phénomène d'accaparement de nos terres ici en région et essayer de comprendre les enjeux, aussi bien pour nos agriculteurs que pour nous, citoyens. 4 invités à mes côtés pour en parler. Je vous les présente. Maxime Buizard-Blondeau, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs du Loiret. Derrière son écran, Laurent Delorme, président de la SAFER du Centre. Je précise que SAFER, c'est pour Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Merci beaucoup à vous d'être à nos côtés aussi. Bonsoir. Autre invité avec nous en studio, Gilles Menou de la Confédération paysanne Centre-Val de Loire. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Et enfin, Bernard Lafitte en visio, administrateur de Terre de Liens en Centre-Val de Loire, mouvement qui implique les citoyens dans l'installation d'agriculteurs, mais on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Bonsoir à vous également. J'aimerais qu'on commence effectivement à revenir sur ce phénomène d'accaparement. Je dois dire que je savais que ça existait, mais je n'imaginais pas qu'il avait une telle ampleur. Depuis quand est-ce qu'on peut dire que les terres françaises sont achetées par des étrangers ? La propriété du foncier agricole a toujours été un enjeu stratégique. Déjà parce que par définition, le foncier agricole est une denrée limitée. J'allais dire même une denrée en réduction, compte tenu de l'artificialisation des sols. Et c'est une denrée stratégique parce qu'elle permet d'assurer l'alimentation de la population et des Français en particulier. Donc la propriété du foncier agricole a toujours été un enjeu stratégique. Et c'est quelque chose qui s'est énormément développé avec la mondialisation, avec l'augmentation des échanges, notamment des échanges de matières premières agricoles. Et ce phénomène d'intérêt et d'investisseurs étrangers qui cherchent à posséder du foncier en France parce qu'il a une haute valeur en termes de potentiel, s'est beaucoup développé à partir des années 80, de l'explosion de la mondialisation. J'ai lu aussi que la crise de 2008 avait fait réfléchir pas mal d'États et de pays, ceux qui justement n'ont pas forcément les moyens de produire beaucoup chez eux, et ils se sont dit, tiens, le moment est peut-être venu d'aller acheter ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous, sur vos terres en Eure-et-Loire ? Oui, tout à fait. Alors, l'accaparement du foncier, ce n'est pas que le fait des étrangers, c'est aussi le fait d'agriculteurs bien de chez nous, qui cherchent à agrandir leur ferme de façon importante, voire même qui vont acheter du foncier dans les pays de l'Est. Il y a même des agriculteurs bosserons qui ont acheté, au moment de l'ouverture à l'Est, qui ont acheté du foncier de façon importante en Roumanie, par exemple. Et on ne peut pas... Toutes les stratégies d'accaparement ne sont pas toutes les mêmes. Dans l'exemple de la Chine, c'est un pays où il y a 20% de la population mondiale, 8% des terres arables. Donc la Chine, remplir le bol de riz des Chinois, c'est quelque chose de complètement stratégique et de complètement politique. Donc eux, plutôt que d'acheter des bons du Trésor américain, ils vont acheter de la logistique, par exemple le port du Pirée, mais ils viennent aussi acheter de la terre dans les endroits où il y a de la production agricole, je veux dire. Mais le plus gros accaparement des terres ici, ce n'est pas les étrangers, ce sont des agriculteurs bien de chez nous qui cherchent à agrandir de façon importante le foncier agricole, parce qu'on y reviendra après par la suite, parce que la PAC le permet, parce que c'est une rente foncière intéressante, une rente financière intéressante. Alors on va en reparler de ça justement, mais alors en faisant mes recherches, je me suis rendu compte aussi que nous, Européens, avons accaparé énormément de terres, nous, à l'étranger. Vous parliez à l'instant des pays de l'Est, ça se fait encore beaucoup. L'Afrique également, il me semble. C'était donc un phénomène qu'on connaissait déjà avant ? Alors les Européens qui vont chercher de la terre en Afrique, actuellement, ce n'est pas des paysans, c'est plutôt des industriels qui sont intéressés par l'huile de palme, entre autres, par exemple. Le soja au Brésil, au Pérou, dans ces pays-là les Européens qui vont chercher du soja au Brésil, ils ne vont pas chercher le foncier agricole, ils vont chercher la production agricole pour pouvoir nourrir, pour faire de la protéine pour l'aliment du bétail. Mais ils ne vont pas chercher le foncier agricole. C'est deux stratégies complètement différentes. L'accaparement du foncier qui est quelque chose qui est mondial. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, et à juste titre, pour mettre dans leur patrimoine, suite aux événements de 2008, mettre dans leur patrimoine une partie en foncier agricole. C'est quelque chose qui se développe beaucoup ici en France, ça se développe aussi à l'étranger. Bill Gates aux États-Unis, c'est un très gros propriétaire foncier agricole, parce que c'est quelque chose de stratégique. Maxime Buizard l'a bien expliqué. Peut-être on peut aller poser la question à Laurent Delorme. La SAFER voit passer justement toutes ces transactions, et elle a forcément un avis là-dessus. En tout cas, est-ce que le Centre-Val de Loire est plus touché que d'autres régions ? Est-ce que c'est un phénomène très important chez nous, l'accaparement des terres ?
Alors, avant de parler sur l'accaparement, je voulais juste redonner le nom, enfin, la SAFER. Vous avez expliqué la SAFER, mais ouais. Voilà, elle a été créée dans les années 1960 par l'État, parce que l'État a voulu une volonté de l'État pour accompagner les agriculteurs et en particulier les jeunes pour qu'ils puissent s'installer. Et donc les SAFER se sont créés. Bon, ça a permis de réguler également le foncier. Et tout ça, à l'intérieur de cette SAFER, on a un grand nombre de participants qui sont les syndicats agricoles, les chambres d'agriculture, les collectivités, ainsi que les banques, les assurances et tous les syndicats autres que ce que je viens de citer. Oui, vous voulez dire que vous n'êtes pas un organisme, comment dire, vous êtes ancré dans le territoire et qu'il y a plein de gens qui travaillent à vos côtés finalement. Et tout ça sous le contrôle de l'État. Donc c'est quand même, on n'est pas. Et donc tout ça, c'est pour ça que le foncier, c'est pas d'aujourd'hui que tout le monde veut du foncier, mais c'est déjà dans les années 60. Il y a des grosses exploitations qui ont commencé à se créer, et donc par les SAFER, ça a pu être limité. Et alors pour en revenir à ma question, est-ce qu'on a le sentiment que le centre Val-de-Loire est très convoité? Parce qu'on a parlé, dans le documentaire qu'on a vu juste avant, on a parlé du Berry, on a parlé de l'Allier, on n'a pas beaucoup parlé d'autres territoires. Est-ce que le nôtre, il est particulièrement intéressant pour les investisseurs étrangers? Est-ce qu'ils y sont très présents? Alors, il est certainement peut-être plus intéressant que les autres, je ne suis pas sûr, mais on a quand même dans des régions du centre Val-de-Loire, telles que le Berry ou l'Indre, où on a des terres qui sont pas régulières, comme la Beauce, qui est dans le nord de la région. Oui. Et donc, ces terres où les agriculteurs ont quand même des difficultés pour poursuivre leur activité. Et quand on a des investisseurs comme les Chinois, pour moi, ils se disent bon, on va trouver des agriculteurs qui veulent vendre leurs terres et qui vont permettre ou de continuer ou bien de prendre leur retraite. C'est parce qu'il n'y a pas forcément des remplaçants sur leur exploitation. D'accord. Maxime Buzard, vous ne pensez pas que c'est parce qu'on a une qualité de sol ou qu'on a des zones particulièrement intéressantes en termes de culture dans notre région? De manière générale, la France, la production agricole française est extrêmement réputée à l'international. Il n'y a qu'en France où on tape sur les productions agricoles françaises. Dès qu'on sort de la France, comme dans les autres pays d'Europe ou du monde, nous avons tout le territoire français une réputation hors norme. Et comme le disait Laurent, les investisseurs, ils voient les opportunités. Et on a dans la région, et notamment dans le sud de la région, ce qu'on appelle la zone intermédiaire. C'est des zones qui, aujourd'hui, sont dans une certaine impasse économique et agronomique qui font que la viabilité des exploitations est de moins en moins présente. Et donc, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui, lorsqu'on leur propose un chèque pour soit prendre leur retraite, soit arrêter avant leur retraite, ils sont sensibles parce que, faute de gagner de revenus, il est toujours tentant de céder à l'appel purement pécunier que peuvent proposer des investisseurs étrangers. Donc je pense plus que c'est vraiment une question d'opportunité, où de par une difficulté agronomique et économique au sud de la région, les investisseurs se concentrent là où il y a du foncier qui peut potentiellement se libérer en quantité. Et est-ce que, en termes de prix, le centre Val-de-Loire, on considère que les terres sont plus abordables en prix qu'ailleurs? Alors, quand on parle de prix, il faut savoir avec quoi on se compare. Par rapport au reste de l'Europe, le foncier agricole en France, il n'est pas très cher parce qu'il est protégé par le statut de fermage qui a permis de limiter le coût du foncier agricole. Mais c'est vrai que dès lors que des investisseurs étrangers et puis que l'accaparement des terres des paysans, parce que les principaux accapareurs de terres, ce sont des agriculteurs, qui sont presque devenus maintenant des agri-managers, ce sont eux les principaux personnes qui font monter les prix également, je veux dire. Il y a des secteurs, par exemple, en Beauce, où l'irrigation est possible et où il y a des terres qui sont tout à fait adaptées pour cultiver des pommes de terre, où le prix des terres s'envole dans une démesure extraordinaire. C'est ce qui n'est pas acceptable, je veux dire. Donc, par rapport à ça, il y a absolument besoin de réguler l'accès au foncier pour permettre de l'installation de nouveaux agriculteurs. On y reviendra dans le débat. Bien sûr. Mais c'est quelque chose de très important que le foncier soit régulé. Alors, dans les outils de régulation, il y a effectivement la SAFER, mais il y a aussi d'autres outils qui peuvent réguler la SAFER. Il y a ce qu'on appelle le contrôle des structures. Oui.
Et puis il y a également la PAC, la politique agricole commune aujourd'hui, qui verse des aides à la surface. Donc c'est très tentant pour les agriculteurs d'aller chercher davantage de surface pour aller chercher davantage de primes. D'accord. Si on s'en tient, on va parler ensuite des investisseurs français qui investissent sur nos terres. Mais si on parle des investisseurs étrangers, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent cultiver pour exporter systématiquement, ou est-ce qu'ils viennent aussi pour avoir ces aides de la PAC? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils ont le droit d'ailleurs? La réalité, c'est qu'en l'occurrence, les Chinois dans l'Indre, ils ont couru après un mirage. Ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir faire en France ce qu'ils ont fait dans d'autres pays du monde. Ouais. Sauf qu'en France, par le contexte réglementaire qui a été développé depuis les années 60, par la SAFER, par le contrôle des structures, le statut du fermage, c'est pas le Far West, le monde agricole français. C'est quand même extrêmement réglementé. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est quand même extrêmement réglementé. Ouais, mais j'ai quand même l'impression que quand on parle de foncier et d'acquisition par des sociétés étrangères du foncier français, là, il n'y a plus beaucoup de règles. Il y a des trous dans la raquette réglementaire, c'est une certitude, mais en ce qui concerne l'usage du foncier, c'est-à-dire l'exploiter, pas seulement de l'acheter à un moment donné, ça ne sert pas à grand-chose d'acheter du foncier à l'instant T. Ce qui est intéressant, c'est de le mettre en valeur, et ils se sont confrontés au monde agricole français, qui est extrêmement structuré, avec une logistique qui est mutualisée entre l'ensemble des agriculteurs. Et ils n'ont pas eu l'opportunité de créer leur propre réseau logistique qui leur a permis de produire en France pour importer des denrées directement chez eux, sans passer par nos canaux de concentration et de distribution habituels. Ouais. Donc, en fin de compte, ils ont cherché un mirage qu'ils n'ont pas trouvé et qu'ils ne trouveront jamais, tant que nous veillerons à ce que le monde agricole et le monde politique travaillent ensemble à préserver l'intérêt de la souveraineté alimentaire française. Donc vous avez l'impression que ça, pour le moment, ça limite un petit peu... Il faut être extrêmement vigilant, il faut boucher les trous dans la raquette réglementaire pour que plus jamais des investisseurs étrangers puissent acheter des terres sans avoir notre accord. Ça peut s'entendre au cas par cas d'accepter des capitaux étrangers, mais il faut que ce soit soumis à l'accord de l'État, des pouvoirs publics. Là, il y a eu un trou dans la raquette. Il y a aujourd'hui des initiatives parlementaires qui sont en cours pour justement résorber ce problème-là. Et après, il faut s'intéresser aux autres problématiques du foncier parce que c'est très facile de mettre en avant les capitaux étrangers, mais c'est la phase émergée de l'iceberg. La problématique de l'agrandissement excessif des exploitations, il concerne en fin de compte beaucoup plus de territoires et beaucoup plus de fermes. C'est un petit peu ce que vous disiez aussi, Gilles Menou. On vous écoute, après on ira entendre Bernard Laffitte aussi. Les achats étrangers sont très très faibles en région centre. Je veux dire, ils ont acheté effectivement, il y a eu on a mis beaucoup le spot sur les Chinois qui avaient acheté 900 hectares dans l'Inde et 600, je crois, dans l'Allier. Par exemple, c'est énorme. Mais il n'y a que ça comme achat étranger. Je veux dire, les agriculteurs de la région centre qui ont été achetés de la terre en Manie, c'est beaucoup plus important que ça, je veux dire. Donc, il faut être modeste. Les achats étrangers, c'est pas grand-chose. Effectivement, pour la Chine qui a besoin de nourrir toute sa population, je veux dire, compte tenu de l'excédent budgétaire qu'ils ont, acheter de la terre en région centre, c'était pin-up, je veux dire. Oui. Bernard Laffitte, vous vouliez réagir à nos échanges, justement? Oui, il y avait... je reviens au tout début concernant la présentation qu'on va par la SAFER. C'est-à-dire que la SAFER a été créée tout de suite après la guerre, quand même, et quand même l'idée, il me semble, c'était que le foncier n'était pas une marchandise et que quand on a les lois après la guerre, ont voulu sortir quand même un peu les terres agricoles de la marchandisation. Voilà, c'est quand même on pourrait considérer la terre comme un bien commun, comme l'eau ou l'air, quoi. Voilà, donc ça c'est une première chose qu'elle voulait peut-être rectifier. Donc voilà, le foncier c'est quand même autre chose, c'est pas une marchandise. Et sinon, en fait, je rejoins plutôt, moi je suis dans l'est du Loiret, et je rejoins Gilles Menou, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas tellement les investisseurs étrangers qui achètent de la terre par chez nous, c'est beaucoup plus des agriculteurs français, des Beaucerons, des gens du Nord, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, eux, s'ils vendent 1 hectare chez eux, ils achètent 3 hectares chez nous. Et avec l'effet pervers, effectivement, d'agrandissement, c'est-à-dire qu'eux, ils ont quand même leur siège d'exploitation chez eux,
Hein, et ils vont acheter 100, 200, 300 hectares par chez nous, et du coup ils vont descendre 2 fois par an avec un engin agricole, des gros tracteurs pour cultiver, et après ils repartent. Et ils appauvrissent énormément notre territoire. Hein. Je veux dire, ils l'appauvrissent humainement. Je vous vois remuer la tête. Moi, je m'inscris totalement en faux. La terre n'est pas un bien commun. C'est un enjeu stratégique. Et c'est pour ça que les SAFER ont été créés, pour réglementer un marché qui existait avant et qui continue d'exister aujourd'hui. Et je précise que c'est un outil qu'on a, nous, en France, mais qui n'existe pas dans les autres pays d'Europe. Donc c'est presque un atout de plus. Je termine, si vous voulez bien. La terre n'est pas un bien commun. C'est un enjeu stratégique national pour assurer notre souveraineté alimentaire, pour choisir notre modèle agricole aussi, avec les contraintes sociétales qu'on souhaite y apporter. Mais l'idée de recréer des kolkhozes qui seraient un bien commun est aberrante et ne correspond pas à la nécessité que nous avons. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit non plus. Mais c'est ce qu'il y a derrière. Derrière cette notion bien gentille de bien commun, c'est mutualisé, c'est formidable. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais je termine. L'agriculture française aujourd'hui, et c'est un modèle que tous nous partageons, je pense, dans ce débat, elle est basée sur une agriculture à taille humaine. Oui. Là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a consensus. Avec des exploitations de taille raisonnable, avec un agriculteur ou un groupement de quelques agriculteurs et 1 ou 2 salariés, grosso modo. Donc des exploitations dans notre région, allez, on va dire de moins de 250 hectares, si on prend un chiffre, voilà, des exploitations à taille humaine. On est le seul pays au monde à tenir à ce modèle-là. Dans les autres pays d'Europe, eux, leur modèle, c'est de produire. Nous, on veut produire, mais produire suivant un modèle social et sociétal d'exploitation à taille humaine. Et ça suppose d'avoir des agriculteurs qui soient des chefs d'entreprise, qui soient responsables de leur entreprise. Et donc, on ne peut pas être sur quelque chose de bien commun où on aurait, comme ça, des citoyens qui viendraient à tour de rôle tenir le rôle de chef d'exploitation. Non, il faut des entrepreneurs agricoles sur des exploitations de taille raisonnable. Alors, effectivement, il faut des entrepreneurs agricoles, mais quand Mme Laffitte parle de bien commun pour la terre, je veux dire, c'est pas dans le sens c'est pas pour dénier le droit de propriété. Je veux dire, on respecte énormément le droit de propriété. Par contre, l'usage du bien agricole, c'est un bien commun, je veux dire, parce que l'usage du bien agricole, c'est pour l'alimentation des gens, je veux dire. Et donc, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une régulation importante sur l'usage du bien agricole. Il n'est pas acceptable que des propriétaires s'accaparent de plus en plus du foncier agricole pour le mettre en valeur, des fois, au travers de panneaux photovoltaïques, de méthanisation, ou pour s'accaparer la rente qu'est la PAC, je veux dire, en créant très peu de richesse sur le territoire, je veux dire, en particulier dans la zone intermédiaire, je veux dire, de plus en plus on voit une culture végétale se développer. En gros, on cultive du colza, du blé et de l'orge, ça crée très peu de richesse, je veux dire, pour les paysans qui mettent en valeur ces techniques-là, je veux dire, c'est un système qui crée très peu de richesse, où il y a très peu d'actifs, je veux dire, qui ramassent beaucoup d'argent des primes PAC, parce que les primes PAC, ils savent très bien les utiliser à ce niveau-là, je veux dire. Et sur le territoire, on l'a bien vu dans le film, ça conduit à un espèce de déclassement social du territoire. On voit des fermes abandonnées, ça, c'est pas acceptable, je veux dire. On pourrait tout à fait concevoir une production agricole sans intervenir sur le droit de propriété des gens, mais on pourrait avoir un usage du bien agricole qui favorise des paysans nombreux, avec une alimentation très diversifiée, avec des productions très diversifiées, avec une biodiversité restaurée. Je veux dire, aujourd'hui, l'agrandissement sans fin des exploitants agricoles conduit à faire payer à l'environnement un impact très fort, je veux dire. Et ça dégrade la qualité des eaux. Une grande partie de la région centre est en zone nitrate moins parce que la qualité des eaux se dégrade, dû à un modèle d'agricole qui n'est plus acceptable aujourd'hui, que la société ne veut plus, je veux dire. Et vos organisations syndicales défendent ce modèle agricole qui, quand même, présente de nombreuses limites, qui est très fragile. Vos organisations, j'en représente qu'une aujourd'hui, en l'occurrence les jeunes agriculteurs. Le slogan... Vous faites une liste commune aux élections agriculture, vous êtes sur le même modèle. Le slogan des jeunes agriculteurs, c'est des fermes, pas des firmes. Donc on est les premiers à défendre des installations nombreuses sur des exploitations à taille humaine. Si on ne veut pas de firmes, mais des fermes, la solution, nombreuse, la solution serait quand même qu'on légifère autour de... Alors, je reviens sur l'accaparement, qu'on légifère là-dessus. Il y a des lois qui ont commencé à pointer le bout de leur nez. Emmanuel Macron avait promis une loi sur le foncier qui ne cesse d'être reportée. On parle peut-être de la sortir lors d'un prochain futur mandat éventuellement. Pourquoi on ne légifère pas? Pourquoi on n'encadre pas tout ça alors qu'on a cet outil de la SAFER? Et pourquoi on ne le fait pas?
On a légiféré par le passé, je veux dire. Il y a eu des textes qui ont été retoqués par le Conseil constitutionnel parce que ça a porté à la liberté d'entreprendre, effectivement. Je veux dire, donc les textes ont été retoqués, je veux dire. Mais il y a des lois qui sont... Enfin, il y a quand même on en voit un il y a un député qui porte, Dominique Potier, qui porte une loi foncière qui veut donner aux SAFER des moyens d'intervenir sur le marché du foncier. Parce que la SAFER, enfin, Laurent Delorme le dira beaucoup mieux que moi, je veux dire, n'intervient qu'aux conditions du marché, je veux dire. Il ne représente pas énormément, je veux dire. Et si on ne leur donne pas les moyens d'intervenir, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit bien, c'est le processus d'accaparement des terres se fait via des montages sociétaires. Et les Chinois avaient utilisé cette technique-là pour acheter du foncier et la SAFER n'a pas pu intervenir. Mais il y a aussi de nombreux agriculteurs ici en région centre qui utilisent des techniques de montage de société pour pouvoir s'accaparer les terres. Et dans ces cas-là, la SAFER ne peut pas intervenir. Ils sont peut-être dit, les étrangers le font, pourquoi pas moi Non, l'argument, c'est pas celui-là. L'argument, c'est que les agriculteurs, c'est d'abord et avant tout des agents économiques, je veux dire. Dès lors que la loi leur permet, via des montages, d'acquérir davantage de foncier, et que dès lors que la politique agricole commune ne met pas de limite à ça, je veux dire, donc c'est très intéressant d'aller s'accaparer sans arrêt du foncier. D'accord. Bernard Laffitte, vous vouliez réagir et après il faut quand même qu'on parle justement de cet accaparement et de ses conséquences sur l'agrandissement des fermes et du coup le problème pour les jeunes de s'installer. Mais je vous écoute d'abord. Oui, alors c'est pas facile d'intervenir en visio. Juste pour préciser que effectivement, bien sûr, moi quand j'ai parlé, quand Gilles Menot a bien resitué les choses, je parlais pas, je disais que la terre ne pouvait pas être considérée comme une marchandise qu'après la guerre, c'était quand même l'esprit, qui était après la guerre. J'ai dit que ça pouvait s'apparenter, c'est plus une utilisation commune, etc. Il n'est pas question, bien sûr, de créer des kolkhozes, ça absolument pas. La preuve, c'est que Terre de Liens, quand même, fait appel à l'épargne citoyenne, achète des terres et mobilise les citoyens pour acheter des terres. Ils deviennent actionnaires. Donc, on n'est pas du tout, Terre de Liens n'est pas du tout contre la propriété privée. Et juste la dernière chose peut-être que je pourrais dire, c'est que effectivement, moi, ce que je vois autour de chez moi en région centre, dans le Loiret, c'est que les Chinois, effectivement, ne sont pas trop rentrés dans le marché. C'est beaucoup plus d'autres agriculteurs, en fait, qui s'accaparent, qui achètent les terres pour différentes raisons, et surtout pour toucher les primes PAC. Sauf que l'effet pervers des Chinois, c'est qu'ils ont fait augmenter les prix des terres. Et moi, j'ai plein de voisins qui me disent je pars à la retraite, j'ai des terres à vendre, et j'attends que les Chinois viennent acheter parce que les Chinois ils achètent une fois et demie à 2 fois plus cher. Et du coup, ils ont déstabilisé le marché. Exactement. Et du coup, je dirais que les premiers touchés sont ceux qui veulent s'installer. Est-ce que vous, il y en a beaucoup de jeunes agriculteurs qui vous disent mais moi je veux m'installer dans le secteur où je suis, les prix on ne peut pas s'aligner, c'est pas possible. Ça arrive souvent, ça, en Centre-Val de Loire ? Ça arrive très souvent et malheureusement, ça va arriver encore plus souvent demain. Je donne 2 chiffres. Il y a 22 000 agriculteurs aujourd'hui en région centre. Il y en a un peu plus de 10 000 qui vont prendre leur retraite d'ici 2026. C'est un défi énorme. La relève agricole à organiser est astronomique. Et c'est 10 000 exploitations à reprendre, il va falloir les transmettre. Et il va falloir que les jeunes qui vont reprendre ces exploitations aient les moyens de les reprendre. Parce qu'on peut avoir des outils pour empêcher des transactions, faut-il que nous proposions une alternative. On ne peut pas juste bloquer le marché. Il faut bien avoir une alternative à proposer à un acquéreur étranger ou un agriculteur déjà en place qui voudrait s'agrandir excessivement. Et on a besoin d'outils de portage du foncier, c'est-à-dire de capitaux extérieurs qui accompagnent les jeunes lorsqu'ils souhaitent s'installer. C'est ce que fait Terre de Liens, c'est ce que est en train de travailler la SAFER, c'est ce que font aussi quelques apporteurs de capitaux privés français. Il y en a aujourd'hui des personnes qui veulent placer une partie de leur épargne en achetant du foncier, mais sans aucune velléité de l'exploiter, donc qui accompagnent les jeunes pour s'installer. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus efficace. L'ampleur, ce n'est pas d'accompagner 10 ou 15 exploitants par an et par département. C'est d'avoir un dispositif massif, y compris avec de l'argent public, de mon point de vue, pour porter le foncier et permettre aux jeunes de reprendre le support de leur activité et ce qui fait en fin de compte la vie de leur exploitation et le potentiel de leur carrière d'agriculteur.
Laurent Delorme, en tant que président de la SAFER, j'imagine que vous avez cette problématique-là en tête. Vous aussi, les jeunes vous sollicitent beaucoup en vous disant « aidez-nous, trouvez-nous une solution, aidez-nous à nous installer ». Oui, pour suivre ce que vient de dire Maxime, en effet, on a des jeunes qui veulent s'installer, heureusement encore, parce qu'il n'y en a pas non plus, à l'appel, comme on peut dire. Hein. Je pense que c'est une exploitation sur 3 qui est repris aujourd'hui par un jeune, donc vous voyez un peu le dégât. Donc pour motiver les jeunes, il faut trouver des solutions, comme vient d'expliquer Maxime, et ces solutions, on essaye en SAFER. Donc là, on a un partenariat avec le Crédit Agricole, pour ne pas le citer, qui va aider à porter justement pour acheter ce foncier pendant 5 ou 10 ans, afin que le jeune puisse un peu se renflouer pour pouvoir, au bout de ces 10 ans, acheter du foncier qu'on aura porté pendant 10 ans entre la SAFER et ses banques. Mais bon, ça n'est une chose, mais ça motive, pour motiver les jeunes, c'est aujourd'hui, moi je vois juste à côté de chez moi aujourd'hui une exploitation de 250 hectares. Les enfants n'en veulent pas, et pourtant c'est dans la Beauce, il y a du potentiel, il y a de l'irrigation, et les enfants ils n'en veulent pas. Alors qu'il pourrait y avoir, donc c'est pour ça que on essaye de trouver des solutions, on essaye d'aider les jeunes. Mais au bout, on a beaucoup de difficultés, même si on fait tout pour arriver à aboutir à l'installation. Et voilà. Donc, c'est pas facile. C'est une impression que vous avez, vous aussi, Gilles Menou, que les jeunes n'y sont pas forcément intéressés pour reprendre? Si, les jeunes sont intéressés pour reprendre, parce que vous avez dans les lycées agricoles, il y a plein de jeunes qui de moins en moins. Il y a énormément de jeunes dans les lycées agricoles. De moins en moins en région centre. Il y a des classes agricoles qui ferment tous les ans dans notre région. En France, il y a encore beaucoup de jeunes dans les lycées agricoles qui voudraient s'installer, je veux dire. Et la principale difficulté, c'est l'accès au foncier, mais c'est aussi l'absence de revenus, qui touche si bien qu'aujourd'hui, quand du foncier agricole se libère, il y a davantage de gens qui sont là pour s'agrandir que de jeunes pour s'installer, faute de revenus, je veux dire. Et la PAC n'encourage pas du tout ça, je veux dire. Pour avoir un renouvellement important des générations, et Maxime Buzyn l'explique très bien, qu'il y a énormément de foncier qui va se libérer, je veux dire. Pour ça, il faudra qu'une politique le veuille vraiment, je veux dire. Et dans les attendus de la prochaine PAC, il est bien acté le renouvellement des générations, je veux dire. Donc ça, c'est absolument indispensable. Il n'y a pas que le foncier une politique foncière qui sera suffisante, je veux dire. Il faudra qu'il y ait une PAC agricole qui flèche des aides vers les actifs et aussi, quelque chose que porte très fort la Confédération paysanne, une aide aux petites fermes pour pouvoir les transmettre. C'est quand même plus facile à transmettre une petite ferme, à condition qu'il y ait du revenu, parce qu'il faut quand même beaucoup moins de capital pour reprendre une petite ferme que prendre une ferme de 250 hectares. Donc vous voulez dire qu'il faudrait conditionner ces aides, ou en tout cas qu'elles soient plus généreuses pour les jeunes, pour les petites fermes et pour là où il n'y a pas beaucoup de revenus? C'est pas d'être généreux, je veux dire, c'est d'être plus équitable. Je veux dire. Sur une ferme de 200 hectares, l'aide au revenu, c'est 100 000 euros. Je veux dire. Sur une petite ferme qui fait que du maraîchage, c'est moins de 1 000 euros. Je veux dire. Dès lors qu'on flécherait les aides, non pas en fonction de la surface, mais en fonction des actifs qui travaillent réellement, je veux dire, là, on pourrait mettre en place une autre dynamique. On pourrait trouver du revenu dans des petites fermes. Je veux dire, aujourd'hui, sur la région, en France, 50% des fruits et légumes viennent de l'étranger. Je veux dire, on pourrait tout à fait produire ici en région centre, dans la vallée de la Loire, énormément de fruits et légumes. Je veux dire, dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait une politique agricole qui accompagne ça. Il faudrait également aussi une fiscalité agricole en matière de transmission qui soit plus percutante pour pouvoir favoriser davantage le renouvellement de génération. Aujourd'hui, les personnes qui partent à la retraite, ils ont une retraite agricole qui est quand même relativement ridicule, qui va être un peu revalorisée dans les années à venir, mais qui reste ridicule. Donc, les gens qui quittent la profession, ils cherchent à valoriser leurs biens au mieux. Je dirais. Dans ces cas-là, les jeunes qui s'installent, qui n'ont pas de capital, eh ben, c'est une difficulté énorme pour eux, je veux dire. Et dans ces cas-là, on voit souvent des gens ces terres vont malheureusement vers l'agrandissement, alors qu'on pourrait renouveler de façon importante, et on aura la nécessité de renouveler de façon importante. Et pour cela, il faut changer de modèle agricole en région centre, je veux dire. Il faut sans doute aller vers une production plus diversifiée, je veux dire, et aider davantage la reprise des fermes. Vous partagez cet avis, mais je sais, quand on a préparé l'émission, vous me disiez, plus on agrandit, moins on diversifie, et du coup, on appauvrit. Pour le coup, c'est un fait, c'est pas un ressenti. Plus les exploitations sont grandes, plus la valeur ajoutée créée à l'hectare est faible.
parce que nécessairement, plus les exploitations sont grandes, plus on simplifie le système de l'exploitation, plus on réduit le nombre d'ateliers d'élevage, le nombre de cultures sur l'exploitation pour pouvoir supporter la charge de travail. Et donc, sans embaucher de personnes supplémentaires, on pourrait se dire si on a grand, on peut embaucher des gens en plus. Concrètement, pour vous donner 2 fermes de 100 hectares, vont générer 2 fois plus de chiffre d'affaires qu'une ferme de 200 hectares. Oui, c'est la réalité dans la région centre. C'est quand on a des petites exploitations, on va avoir plus de cultures différentes, on va souvent avoir un atelier d'élevage à côté, et donc on va générer plus de valeur ajoutée pour soi, mais aussi pour le territoire qui nous entoure, pour le vétérinaire, pour le concessionnaire de matériel agricole, pour la boutique de produits locaux qui va être dans le village, pour ses enfants qui vont aller à l'école du village. Donc l'enjeu, il n'est pas seulement agricole, il est de la vie économique et sociale qu'apportent les exploitations dans ces territoires. Mais j'ai l'impression que vous tenez tous le même discours, alors pourquoi ça ne se fait pas parce que on ne pas le même discours sur la PAC. Non, pas sur la PAC, mais sur la taille des exploitations, sur le fait de diversifier, sur le fait d'avoir des fermes plus petites, où on valorise mieux, où on embauche. Vous êtes d'accord là-dessus? Pourquoi ça ne se fait pas? Faute de candidats? Il y a 2 éléments différents. Il y a déjà un contexte économique qui fait qu'aujourd'hui, on a une grande partie des exploitations qui sont en difficulté. Dans les, grosso modo, 10 000 exploitations qui vont être à transmettre, chiffre MSA, il y en a 10 000 qui sont en grande difficulté économique. Et ce n'est pas simple de transmettre un outil de travail quand, une fois à la retraite, on va avoir 600 ou 700 euros de retraite. À partir du 1er septembre, le ministre de l'Agriculture se félicite qu'on aura droit à 80% du SMIC après 45 ans de labeur en agriculture. Je ne suis pas sûr qu'il faille s'en féliciter. Donc, non seulement ils ont peu d'épargne dans leur exploitation à récupérer au moment de leur transmission, et en plus, derrière, ils vont avoir une retraite ridicule. Et ça, c'est un vrai enjeu, que de faire en sorte que lorsqu'un agriculteur prend sa retraite, il ait une retraite décente, qu'il n'ait pas de remords à prendre sa retraite. Et derrière, il y a une question de politique publique, de politique agricole commune notamment, où on n'est pas si en désaccord que ça. JA travaille depuis très longtemps sur l'actif agricole. C'est l'idée de dire que les DPB, les aides couplées, les aides à l'hectare, les aides découplées à l'hectare, n'ont pas beaucoup de sens en fin de compte. Parce qu'on ne valorise pas celui qui va justement aller chercher de la valeur ajoutée, aller chercher du circuit court, aller chercher des produits diversifiés. Et que tant qu'on est dans un système où on laisse aux agriculteurs le choix de leur production, le choix de leur commercialisation, autant être sur une aide, entre guillemets, forfaitaire à l'actif, c'est-à-dire j'ai une ferme, et l'Europe m'accompagne, et après, juge à moi de choisir mes productions. Et pour donner un chiffre, pour dire que c'est possible de faire ça, c'est qu'au niveau national, en France, il y a 12% des bénéficiaires PAC, qui représentent un peu plus de 10% du budget PAC national, qui ont plus de 67 ans. On en a 5% qui ont plus de 75 ans. Et ça doit interroger, parce qu'il y en a quelques-uns dans ceux-là qui sont toujours agriculteurs dans les faits. Mais l'immense majorité d'entre eux, ils ne sont plus agriculteurs. Ils font faire leur ferme à un voisin. Et je pense qu'il faut avoir des hommes et des femmes politiques, et j'espère que ce sera le cas du ministre de l'Agriculture, qui ait le courage de dire la politique agricole commune, c'est de l'argent public, c'est là pour orienter le modèle agricole en fonction des attentes de la société, et que à compter de la prochaine PAC, à compter du 1er janvier 2023, on cible l'argent public qui est colossal, c'est énorme et c'est nécessaire. On le cible vers ceux qui font l'agriculture d'aujourd'hui et de demain, donc vers les agriculteurs de moins de 67 ans et vers l'accompagnement aux jeunes qui souhaitent devenir agriculteurs. Il y a Bernard Lafitte qui veut intervenir parce que forcément, lui, avec Terre de Liens, j'imagine qu'il en croise pas mal des jeunes agriculteurs. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ne trouvent pas, ils n'y arrivent pas, c'est trop cher ou c'est trop grand? Alors les jeunes, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, qui viennent nous voir, effectivement, eux, ils disent pas forcément que c'est trop cher d'ailleurs. Alors, soit ils disent que c'est trop cher, effectivement, ils n'ont pas les moyens d'acheter, ça c'est une chose. Ils peuvent dire aussi qu'ils préfèrent mettre leur argent dans un outil de production plutôt que dans la terre, et investir, je ne sais pas, sur des tracteurs, sur du bétail ou autre chose comme ça. Et ils ont aussi, en règle générale, du mal à trouver du foncier. Alors, ça dépend des projets, parce que Terre de Liens, on peut aussi bien suivre des projets sur 1 hectare de maraîchage, comme des projets de grande culture sur 130 hectares. Il n'y a aucun problème. Enfin, c'est très très large. Mais c'est vrai que souvent,
on rencontre des jeunes qui veulent s'installer en maraîchage, qui cherchent 2-3 hectares et qui ne les trouvent pas. Ça, c'est réel. Hein. Alors qu'à côté, il y a des fermes de 60 hectares qui se vendent. Hein. Donc là, il y a ce problème-là. Par contre, moi, je voulais revenir sur autre chose, peut-être, c'est que des jeunes, en fait, on en trouve des jeunes qui ont envie, on en trouve. Alors, on ne les trouve pas forcément dans les lycées agricoles. Il y en a, on trouve dans les lycées agricoles, c'est vrai, hein, il y a des fils d'exploitants, hein, mais on trouve aussi beaucoup, alors ce qu'on appelle les hors-cadres familiaux, mais pas uniquement. Nous, les gens qu'on installe, en règle générale, ce sont des gens qui soit sont issus déjà du monde agricole, mais qui sont allés travailler autre part, qui ont eu un autre emploi et qui reviennent à la ferme familiale, ça peut se trouver. Ou on peut aussi beaucoup des gens qui ont travaillé autre part, souvent qui ont été cadres ou autre chose, et qui à 30, 35 ans, en fait, ont envie de changer de vie, ont envie de... Comment dire, on en marre d'être à la ville, voire on fait même des burn-out parce que c'était des cadres, des cadres qui travaillaient énormément. Hein. Et du coup, ils ont fait un choix de vie. Et le gros avantage, c'est que comme ils ont fait un choix de vie, nous, on leur dit, attention, le monde agricole, vous n'allez pas faire 35 heures, hein, vous allez faire 70 heures par semaine. C'est pas du tout la même chose. Mais ça, ils en sont conscients. Ils ont vraiment réfléchi à ça. Et... on trouve vraiment, moi je trouve, on trouve des jeunes et le gros avantage que je trouve, quand on voit les jeunes qui s'installent par Terre de Liens, par exemple, hein, moi je peux vous citer plein d'exemples, hein, c'est que souvent sur une ferme où, et c'est là où on peut avoir de l'espoir, c'est que sur une ferme où il y avait par exemple une ferme de 60 hectares, qui appartenait à un agriculteur qui en avait 120, donc c'est uniquement lui, il exploitait la moitié, là c'est la moitié de la ferme, et bien nous on va installer 3 jeunes sur des productions différentes avec des salariés, c'est-à-dire que très souvent dans nos fermes Terre de Liens, nous quand on rachète une ferme où il y avait un exploitant, on va installer 2, 3, voire 4 jeunes ou moins jeunes. Et d'une grande ferme, vous allez faire 3 petites. On va en parler dans un instant parce que c'est quand même ce qui est annoncé également dans ce documentaire. Mieux vaut 3 petites fermes qu'une seule grande. D'abord, je voudrais qu'on se replonge dans un sujet d'archives qu'on a retrouvé et justement qui évoquait ce problème des départs à la retraite et des jeunes. Comment on fait pour que ceux qui partent et ceux qui veulent s'installer se rencontrent? Il y a quelque chose qui s'appelle le farm dating. Oui, vous avez bien entendu. On connaissait le speed dating, le job dating, voilà le farm dating. Ici, on n'est pas là pour trouver l'amour, mais bien un projet de vie autour de l'agriculture. Un métier passion qui souffre d'une moyenne d'âge élevée. Plus de 50% des exploitants ont plus de 50 ans et chaque année, ils sont 150 à partir à la retraite. La Chambre de l'agriculture de l'Indre, qui a eu cette idée de rencontre, tire la sonnette d'alarme. Le leitmotiv, c'est renouveler les générations. Aujourd'hui, 2 exploitants et demi, alors le demi, c'est difficile à le matérialiser, partent en retraite quand une personne s'installe. Donc sur les territoires, il faut absolument mettre tout en œuvre pour inverser ces chiffres, ou au moins les contenir. Top chrono, les agriculteurs ont 7 minutes, pas une de plus, pour faire connaissance et voir si leurs objectifs peuvent être compatibles. Bref, voir si ça match. Parce que j'ai envie d'aller dans cette voie-là. C'est toujours une bonne expérience et je pense pour les professionnels aussi qu'eux cherchent des jeunes et donc en envoyant ça doit toujours quand même conforter dans l'esprit de céder à un jeune. Je serais content moi en plus que ça soit repris par un jeune qui est passionné dans l'élevage parce qu'on y passe du temps donc on aimerait au-delà de retransmettre quelque chose de financier, retransmettre une passion quand même. L'élevage c'est une passion, sinon on ne le fait pas. Mais ce secteur d'activité souffre aussi d'a priori. Une candidate de 20 ans s'est vue refuser une exploitation, non pas pour son jeune âge, mais bien parce que c'était une femme. Je pensais que les gens ils avaient évolué un petit peu et en fin de compte non. Les gens ils sont toujours dans une ferme, c'est un homme qui est capable de faire le travail alors que non, pas du tout. Équipé comme on est équipé aujourd'hui, même une femme elle est capable de faire le travail qu'il y a à faire dans une ferme. Ce rendez-vous est un succès, si bien qu'une 2e session aura lieu en novembre prochain. Pour participer, il faut s'inscrire auprès de la Chambre d'agriculture de l'Indre.
Alors, je crois que les JA font ça également, finalement. Donc, c'est quelque chose que... Parce que ça date d'il y a quelques années, ça a dû marcher. Vous vous êtes dit, tiens, c'est peut-être pas une mauvaise idée. On va aller chercher Laurent Delorme à la SAFER, mais vous vouliez réagir déjà là-dessus. Simplement pour confirmer les propos, on a de plus en plus de jeunes non issus du milieu agricole qui viennent s'investir dans nos métiers et ça apporte énormément de fraîcheur au monde agricole. Une vision... C'est quelque chose que vous voyez avec beaucoup de bienveillance, vous Énormément, parce que des jeunes qui ne sont pas issus d'une famille d'agriculteurs apportent une vision beaucoup plus proche des attentes sociétales, parce que des gens qui ont déjà eu un parcours dans l'entreprise et qui sont en reconversion apportent des compétences en termes de management, de commercialisation, de mise en circuit court qui sont extraordinaires. Un point de vigilance tout de même sur va falloir bosser 70 heures. Je pense qu'il est important qu'on porte un message de dire que oui, aujourd'hui, tous les agriculteurs ne vivent pas bien de leur métier. C'est la réalité, ce serait aberrant de le nier. Mais que... il est possible, par les outils qui existent, par les opportunités qui existent sur les marchés, de s'installer en agriculture et de vivre correctement de son métier. La plupart des jeunes qui s'installent aujourd'hui dans notre région, mais partout en France, arrivent raisonnablement bien à se libérer du temps, avoir une vie sociale, tout en se dégageant un revenu décent. C'est évidemment pas le cas dans toutes les filières, c'est évidemment pas le cas dans tous les territoires. Mais il ne faut pas se dire qu'être agriculteur, c'est le bagne, ou que ce ne peut être qu'une passion. C'est bien une vocation, un métier qui a un sens extraordinaire, mais qui est aussi une source de revenus. Laurent Delorme, je sais que vous voulez intervenir depuis un long moment. Oui. Oui. Non, moi, je voulais intervenir par rapport à on est toujours par l'installation des jeunes et des jeunes qui cherchent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait du mal à trouver des jeunes. C'est vrai qu'on a du mal à trouver des jeunes et on a pourtant, nous, à la SAFER, on peut trouver à des jeunes qui veulent s'installer. On a des investisseurs, des gens qui ont encore de l'argent et qui veulent mettre de l'argent dans le foncier et d'avoir un jeune qui veut reprendre une exploitation juste avec l'outil de travail et payer un bail à la fin de l'année. Et on ne trouve pas non plus à tous les coins de rue. On n'en trouve pas à tous les coins de rue parce que c'est pas évident, parce que peut-être qu'ils ont peur, parce que il y a tout un tas de choses qui leur dit il y a le côté administratif qui est une charge de travail considérable. Il y a toutes les contraintes environnementales. Je comprends qu'il y en a besoin, mais qui sont aussi qui leur font peur. Et je pense que même s'il y a du monde sur le marché, même s'il y en a qui veut dire j'aimerais bien être agriculteur, mais on n'en trouve pas tout le temps comme ça facilement. Et pourtant on peut leur trouver. On a des moyens pour les installer aussi. Donc c'est pour ça que je voulais rebondir par rapport au monsieur là qui disait oui, on en trouve, mais c'est pas tant que ça. Non. Bon, Maxime Buzard venait de nous vanter les mérites de devenir agriculteur. Bon, vous avez un petit peu recadré les choses à votre façon. Tout à fait, mais parce que c'est très bien, Maxime. Il veut qu'il y ait du monde qui soit agriculteur. Je sais bien, moi aussi. Mais c'est pas. Je le vois autour de chez moi. Il fait des exploitations en plus, comme je disais tout à l'heure, en Beauce, où les enfants ne veulent pas reprendre. Donc il faut retrouver des exploitations de 200, 300 hectares que personne ne veut reprendre. Donc il faut quelqu'un qui ait les moyens de le reprendre. Et acheter le foncier, c'est loin d'être facile. Et alors la solution proposée par Bernard Lafitte, qui nous expliquait tout à l'heure que sur une exploitation, il arrivait à diviser ça en 3 petits morceaux et installer 3 personnes sur une. Pourquoi on ne fait pas ça ? Alors, c'est quelques cas en région centre où il y a des exploitants qui sont très militants, qui permettent à des jeunes de s'installer dans des productions très diversifiées. Par exemple, j'ai quelques cas où des fois il y a un petit élevage d'animal, il y a une production laitière de fromage, de transformation en circuit court, un paysan boulanger. On voit ce genre de choses, mais ça reste quand même très marginal. Ça a beaucoup de sens. Et je pense que la crise sanitaire qu'on vient de vivre a fait redécouvrir ce genre de choses. Et il y a beaucoup de gens qui livraient en abat, d'un seul coup, ils se sont trouvés débordés il y a un an parce qu'ils n'avaient pas la production pour satisfaire. Je veux dire. Donc effectivement, mais ça reste des signaux faibles, je dirais, actuellement. Je veux dire, oui, mais alors, vous, la Confédération paysanne, c'est une solution que vous défendez absolument, mordicus.
Oui, on défend ce genre de choses. Il faut des associations nombreuses, il faut aider les petites fermes. Je veux dire, le grand risque aujourd'hui, c'est ce qu'a évoqué Maxime Buzyn, sans dire vraiment le nom, c'est l'agrandissement sans fin, ça conduit à une agriculture sans agriculteurs. Je veux dire, on voit se développer énormément ce qu'on appelle le travail à façon. Je veux dire, l'exemple type, c'est les Chinois, mais il y a aussi plein d'autres agriculteurs qui ont recours à ça. Je veux dire, donc, ça veut dire quoi, ça? Une agriculture sans agriculteurs, c'est simple. Vous avez 75 ans, le Maxime le précisé, vous êtes toujours exploitant agricole, vous avez un téléphone et un bureau, et vous avez une entreprise de travaux agricoles qui va faire tous les travaux. Vous allez toucher les aides PAC, vous allez rémunérer l'entreprise qui vient ponctuellement, une ou deux fois dans l'année. Qui va faire les travaux. Alors, ces entreprises-là, elles ne vont pas s'amuser à bricoler sur les surfaces de 1 ou 2 hectares. Il faut arracher les haies, il faut qu'il y ait de la place. Rationaliser le tout. Je veux dire, donc, on va faire des systèmes très simplifiés. On va avoir recours de façon massive aux intrants. La biodiversité, ce n'est pas leur problème. Donc, et la vie du territoire, ce n'est pas leur problème non plus. Je veux dire, s'il n'y a plus de crèche, s'il n'y a plus d'école, s'il n'y a plus de services publics, ce n'est pas leur problème. Je veux dire, ça conduit on l'a très bien vu dans le film, ça conduit à un appauvrissement du territoire en zone intermédiaire où il n'y a pas d'autres productions, où il n'y a pas d'autres emplois. C'est un véritable désastre, je veux dire. L'Inde, c'est un département qui perd des habitants à chaque recensement. C'est un réel problème, je veux dire. Donc cette agriculture-là, il faut en sortir. Je veux dire. Il faut installer les jeunes, il faut les aider. Et il faudrait aussi que nos coopératives et nos filières agricoles permettent, parce que tout le monde ne pourra pas être en circuit court, il faut permettre l'émergence de nouvelles filières, non pas à destination du marché mondial, mais à destination du marché européen, enfin du marché local, du marché français, voire du marché européen. Je veux dire, la destination de la production agricole, c'est d'abord pour nourrir les locaux, la France, puis un peu l'Europe, parce qu'il y a certains pays d'Europe qui sont un petit peu déficitaires en matière. On exporte beaucoup, non? On a une nuance quand même là sur le sujet. Il faut bien retrouver un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. C'est que, vous disiez tout à l'heure, la Chine, 20% de la population, 8% des terres arables. Si tous les pays se mettaient à arrêter d'exporter et à réserver leur production au marché national, je termine, au marché national, on aboutirait à une situation de blocage, comme on l'a connu sur des denrées médicales il n'y a pas très longtemps, sur les masques, là sur les vaccins. On pourrait aboutir à la même situation sur le marché des matières premières alimentaires. Il y a, je pense, un discours honnête de la part des responsables agricoles à avoir sur ce qu'est l'agriculture régionale aujourd'hui. C'est d'abord une agriculture qui approvisionne la France. C'est le grenier à grains de la France, la région centre, et qu'il faut en être fier. Et c'est bien la première vocation de la région centre que de produire les matières premières nationales. C'est développé, c'était déjà le cas depuis très longtemps, mais c'est revenu et ça s'est redéveloppé. Et c'est un extraordinaire coup de boost à l'agriculture en circuit court, avec des maraîchers sur 2-5 hectares, avec des petits élevages, avec de l'abattage ou de la transformation sur place, et c'est très bien. Mais on a une part de l'agriculture régionale qui vit et qui doit continuer à vivre grâce à l'exportation. Je pense au sujet des blés durs, ceux qui permettent de faire les pâtes, par exemple. Rien qu'en région centre, on produit plus que la consommation nationale de blé dur. C'est la même chose sur les orges de brasserie. On a pour faire la bière ou le whisky, on a les orges les plus réputées au monde dans le Gâtinais. Ce sont des productions qui ramènent de la valeur ajoutée parce qu'elles ont une marge, on va dire, une capacité, une valorisation sur le marché qui est bien supérieure parce qu'on les exporte à ce qu'on pourrait faire au niveau national. Et donc, il ne faut pas chercher à simplifier les choses en disant à faire que du circuit court, que de la production nationale ou que de l'export. C'est bien l'ensemble de ces trois agricultures-là qui permettra de maintenir et de renforcer l'agriculture régionale et son dynamisme économique et social. Rapidement ? Alors, rapidement, oui. L'exportation que Maxime Buzyn comme présent indispensable et créateur de richesse, c'est faux. La productivité par actif hors prime PAC, ici en France, est inférieure à la productivité hors prime PAC du reste de l'Europe, je veux dire. Donc, que les systèmes de grande culture, colza, blé, orge, enfin, en grande culture, 70% de la SAU, c'est colza, blé, orge. Surface agricole utile. Surface agricole utile, 70%. Colza, blé, orge. Le blé de la région centre, c'est pas pour nous, c'est peut-être le grenier à blé de la France, mais c'est surtout pour le grand export, je veux dire. Mais donc vous dites, il y a peut-être plus besoin de vouloir exporter à ce point. Focalisons-nous sur ce qu'on a, sauvons nos fermes. Quand vous prenez les surfaces qui existent en Europe, et si on met une frontière autour de l'Europe des 27 et qu'on traduit en surface tout l'import-export, je veux dire,
l'Europe importe des surfaces agricoles pour nourrir sa population, je veux dire, aujourd'hui. Donc, le grand export, il n'est pas indispensable pour la souveraineté alimentaire. On soit bien d'accord. Alors, effectivement, la rive sud de la Méditerranée, elle a probablement besoin de nos céréales. Mais des pays comme la Chine, par exemple, qui a besoin de céréales, son marché traditionnel, c'est pas l'Europe, c'est plutôt l'Australie. Pour des raisons politiques, ils vont pas en Australie aujourd'hui. Mais je veux dire, quand nous, en France, on exporte énormément de produits agricoles tels que l'orge et le blé en Chine, par exemple, la Chine, c'est plus un client, c'est un patron. La Chine achète énormément d'orge chez nous. Je veux dire, si demain, la Chine arrête d'acheter de l'orge en France, on va mettre en très grande difficulté nos producteurs ici, en région centre. Je veux dire, on a un système beaucoup trop fragile. Mais si on arrête d'exporter de la même manière, si on arrête d'exporter, on a des surplus phénoménaux aujourd'hui en France. Ça vient juste à tuer les agriculteurs français. Je ne demande pas d'arrêter d'exporter, je demande que les productions agricoles soit poussé vers le marché communautaire. D'accord. Ça, on est bien d'accord. Qui est beaucoup plus résilient par rapport aux différentes crises qu'il peut y avoir dans le monde. Un tout petit mot, très rapidement, on va rechercher nos amis qui sont en visio. Bernard Laffitte, vous avez 1 minute pour réagir à ce qui vient d'être échangé ici sur ce plateau. J'imagine que vous percevez les choses de la même manière que Gilles Menou, non ? Oui, tout à fait. Hein. Et ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, effectivement, on ne privilégie pas uniquement les circuits courts, hein. Il y a tout, hein. Il y a toutes les productions, c'est évident. Hein. Mais effectivement, la première chose à viser, à mon sens, c'est quand même l'autonomie alimentaire de la France, hein, voire l'autonomie alimentaire des régions, et éviter les importations. Je vais prendre comme exemple, par exemple, les tomates qu'on importe énormément d'Espagne, ou je vais prendre le soja américain, ou les protéines qu'on importe d'Amérique. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faudrait éviter, et plutôt produire en France, si on peut. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, effectivement, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de 70 heures. 70 heures, c'était pour dire qu'il ne fallait pas bercer de rêves les jeunes qui s'installent, les repas familiaux, etc. Hein, mais sachant que effectivement, nous, à Terre de Liens, en général, quand on a un porteur de projet qui vient, il passe dans ce qu'on appelle devant un comité régional d'engagement et ensuite un comité d'engagement national. Hein. Et la première chose qu'on va regarder, c'est le facteur humain, c'est-à-dire la cohérence familiale. Est-ce que ça ne va pas déséquilibrer sa famille ? Est-ce que humainement, il peut assurer le travail sans surcharge de travail et sans risque de burn-out. Ça, c'est la première chose qu'on va regarder. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est l'insertion locale. Est-ce qu'il est lié avec les CUMA ? Est-ce qu'il connaît les agriculteurs du secteur ? Est-ce qu'il connaît les circuits courts ? Est-ce qu'il connaît les AMAP ? Est-ce qu'il a des marchés ? Et après, aussi très important, on va regarder l'aspect financier parce qu'il faut effectivement que la personne puisse vivre de son travail. Merci beaucoup Bernard Laffitte. Il faut absolument qu'on aille chercher Laurent Delorme. Ce sera le mot de la fin. Laurent, vous avez une trentaine de secondes pour réagir. Je suis désolée, l'émission se termine juste après. Okay. On vous écoute. Bon, je voulais juste réagir par rapport à ce que disait Maxime sur les exportations. On ne va pas laisser mourir les Africains. Si on a de quoi les nourrir, on ne va pas laisser mourir les Africains. Ça, c'est la première chose. Et puis, si on revient à l'accaparement des terres, je pense qu'il faut que les pouvoirs publics nous donnent les moyens de pouvoir éviter ces sociétés qui se créent et qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc, il faut que les pouvoirs publics mettent les moyens pour qu'on arrive au bout à éviter tout cet accaparement. Eh ben, merci beaucoup. Vous avez finalement reparlé d'accaparement. On est revenu au départ. Ça nous permet de boucler la boucle. Je vous remercie infiniment tous les quatre d'avoir été avec nous. Débat trop court, j'en ai bien conscience. N'hésitez pas à revoir cette soirée. Allez vous renseigner auprès de tous ces interlocuteurs si vous voulez creuser le sujet. Cette soirée, bien sûr, elle est à revoir sur votre site internet préféré, cvdl.france3.fr. À très très bientôt pour un nouveau débat doc.